la différence par rapport à l'environnement San Francisco où là, 20 ans après, j'arrive seule pour créer ma boîte dans un monde start-up, c'est le jour et la nuit. Mais heureusement que j'avais cette expérience super structurée de Londres pour pouvoir faire, ce que j'ai fait. Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Bonjour Yamina, bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Bonjour Paul, je te remercie de m'avoir, invitée à ce podcast. Bah écoute, c'est un plaisir pour moi de se recevoir aujourd'hui dans un podcast, dans un épisode où on va parler de data, d'information dans l'industrie pharmaceutique. Ce que je te propose pour commencer cet épisode, c'est que tu te présentes, tu m'expliques d'où tu viens, tes origines, résumer ton parcours en 2 minutes et tes fonctions actuelles. OK. Donc, je suis Yanina Hakem, je te parle depuis San Francisco, où il est actuellement 9 heures du matin. Et donc, je suis originaire de Clermont-Ferrand, où j'ai fait mes études et puis ensuite, en business and languages. Et puis ensuite, je suis partie, faire, un séjour aux États-Unis, en échange d'université et j'ai commencé ma carrière à Londres pendant une quinzaine d'années et maintenant cela fait, 8 ans que je suis à San Francisco, une ville que j'adore. Super. Donc aujourd'hui, tu es fondatrice et CEO, de l'entreprise, Global Reach BI. On y reviendra un peu plus tard. Dans un premier temps, on va s'intéresser à ton expatriation et aux différences culturelles auxquelles tu t'es confrontée, dans ces différents environnements, au UK, aux États-Unis notamment. Est-ce que tu peux m'expliquer justement les raisons qui t'ont poussée à t'expatrier? Alors, les raisons pour lesquelles, j'ai souhaité m'expatrier aussi loin, par exemple, à San Francisco, c'est qu'aux États-Unis, et bien, il y a énormément de recherche, d'investissement, et d'innovation qui est très rapide et donc je voulais être dans cet environnement qui est très, à l'affût d'innovation pour, créer ma société, puisque je pensais que c'était le meilleur endroit pour, aider les entreprises à se développer et à se développer rapidement. Donc, voilà, j'ai toujours voulu être à l'international depuis le début de ma carrière et c'est pour ça que, tu sais, même très jeune, je suis partie en échange au lycée, avec le lycée de Turin. Donc, D'accord. j'avais pas 18 ans, donc j'ai toujours eu cet intérêt pour, les pays étrangers, découvrir un nouveau monde et c'est pour ça que, en fait, j'ai fait toute ma carrière internationale. J'ai très, très peu travaillé, en France. Oui, parce que dès le début de ta carrière, en fait, tu pars à Londres. Alors tu vas notamment, pas sur ta première expérience, mais faire la majeure partie de ta carrière chez Thomson Reuters. Est-ce que tu peux comparer un petit peu ces écosystèmes que sont l'écosystème, on va dire, start-up à San Francisco, où tu t'es installé en 2013? Est-ce que tu peux l'opposer à l'environnement londonien, on va dire, où tu as commencé ta carrière? Ouais et oui, ce sont 2 mondes complètement différents. Et je vais y revenir dans le détail, mais bon, l'élément qui était vraiment aussi déterminant dans le choix de ces expatriations, et c'est vraiment la nécessité de faire des stages à l'étranger et je trouve que quand on fait une formation en business, à l'international, on est dans l'obligation de faire un stage à l'étranger et moi, c'est ce que j'avais fait, donc à Londres et c'est là où j'ai rencontré justement un écosystème, un mode de vie, mais complètement différent parce qu'il faut aussi se rappeler que
que je viens de Clermont-Ferrand. Donc, quand on quitte Clermont-Ferrand et qu'on arrive à Londres, c'est le jour et la nuit. Donc, on a 20 ans, il y a on rencontre des personnes extraordinaires, on voit la richesse tout autant au niveau culturel qu'au niveau professionnel, des opportunités extraordinaires. Donc, j'y suis allée pour faire mon stage qui était au début de 3, 4 mois pour l'été. Je suis rentrée et puis il était évident que j'allais y retourner. Donc, ça m'a vraiment permis de, d'ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles que je n'avais pas en France. Et donc là, l'élément déterminant sur ma carrière à Londres, c'est que j'ai eu la chance de la faire dans un grand groupe. Donc, tu l'as dit, j'ai fait 20 ans chez Thomson Reuters, ça a été extraordinaire parce que c'était un domaine qui était déjà dans l'information, déjà dans l'industrie pharmaceutique. Donc, je côtoyais un monde que je ne connaissais pas et dans un environnement grand groupe, donc super cadré, donc où il y a un système de ressources humaines où on te forme, tu as un onboarding, training qui est extraordinaire. Donc, donc là, j'ai eu une chance faramineuse. Maintenant, et donc c'est là où j'ai appris pas mal de choses et on y reviendra. La différence par rapport à l'environnement San Francisco où là, 20 ans après, j'arrive seule pour créer ma boîte dans un monde start-up, c'est le jour et la nuit. Mais heureusement que j'avais cette expérience super structurée de Londres pour pouvoir faire ce que j'ai fait. Après, on reviendra sur le comparatif des différents. Justement, est-ce que tu peux revenir précisément sur ce comparatif? Est-ce que tu peux m'expliquer, me donner un peu plus de détails? Alors, le comparatif entre Londres et San Francisco, Oui. ça, ouais, ben, oui, c'est le jour et la nuit puisque, alors, quand on est à Londres et qu'on est en France, qu'on est français, on est à 1 heure, déjà. Donc on est à 1 heure, on a 1 heure de décalage horaire, on est à côté, on est voisins, même si on sent très bien, on vit sur une île et ça, c'est très, très important. On a ce ressenti quand on y est quand même. Mais ceci dit, la richesse, encore une fois, au niveau professionnel et la façon de penser qui est très forward thinking, je vais faire beaucoup de franglais, mais, toute la façon de penser qui est on va essayer, on va faire, on fait, on va travailler dur et on va réussir, c'est une philosophie qui est en place là-bas. Et en fait, aussi où tu as la possibilité on te donne ta chance, quoi. Donc voilà, même si tu ne sors pas d'Oxford ou Cambridge, tu as la possibilité d'avoir un très bon job avec une très très bonne rémunération et de bien évoluer. Le tout, c'est de savoir, voilà, prendre son initiative, savoir prendre des décisions, aller de l'avant et vraiment de se donner à fond dans ce qu'on fait. Parce qu'en fait, si tu te donnes à fond, là, on t'aidera. Mmh. Mais c'est dans une structure, encore une fois, cette chance-là, c'est dans une structure, dans une société qui est bien organisée. Et la différence par rapport à San Francisco, encore une fois, c'est qu'on est à 15 heures de vol. Donc quand on est là, c'est différent. On est très, très loin et on n'a pas le même état d'esprit quand on est à New York, mais on est très, très loin de la maison et puis ensuite, il faut savoir qu'ici, encore une fois, les États-Unis, mais tout le monde veut venir travailler ici. Tous les meilleurs, heu, dans leur domaine, que ce soit business, que ce soit tech,
quelque domaine que ce soit, tous les meilleurs veulent s'essayer au marché américain et le American Dream est encore extrêmement présent et c'est, mais par contre, là, en ce qui me concerne, la différence, c'est que, je l'ai fait en mode start-up et ça a été successful, ça c'est très bien, mais c'est dans un cadre complètement différent où là, il a vraiment fallu sortir ses rames et et se différencier des autres pour pouvoir avoir un retour sur investissement intéressant. Hem, un autre élément qui est, extrêmement différenciant, non, qui est idem, c'est qu'en fait ici, heu, étant donné que tout le monde vient d'ailleurs et bien, que ce soit d'ailleurs aux États-Unis ou d'ailleurs à l'étranger, eh bien, il y a un système d'entraide et il y a un écosystème qui est particulier. Donc, je dirais que là, je l'ai retrouvé, nulle part ailleurs aux États-Unis, mais c'est vraiment ce système d'entraide où on va, s'aider l'un l'autre, on va, se présenter un contact qui pourrait être, utile et la première question quand on rencontre quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est vraiment: «Mais qu'est-ce que je comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi?» et ça, c'est extraordinaire. OK, super. Ouais, voilà. Justement, tu racontes l'état d'esprit, à San Francisco. Ça fait un pont parfait sur, ton histoire d'entrepreneur, à San Francisco. Est-ce que tu peux raconter, parce que tu dis que ça a pas été facile de créer, ton entreprise, à San Francisco. Est-ce que tu peux me raconter l'histoire de, Global Reach BI? Heu, comment tu as fait ta place, sur le marché américain notamment? Ouais. Et comment tu as créé cette aventure? Alors pourquoi d'abord, j'ai créé la structure? Alors, ayant fait ma carrière chez Thomson Reuters, pendant 20 ans, donc j'étais dans le monde de la formation, dans l'industrie pharmaceutique, où je mettais en place des systèmes d'information, des plateformes pour faciliter la recherche et l'innovation. Pendant 20 ans, j'ai fait ça et que ce soit de l'information brevet, de l'information, finance, de l'information, scientifique, business, réglementaire et donc, on aidait les grands groupes pharma à innover. C'est ça l'objectif, c'est de savoir quels sont les nouveaux médicaments qui sont en développement, dans tel domaine thérapeutique. Est-ce qu'ils ont la possibilité est-ce qu'ils marchent bien? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils sont sécures pour, de nouveaux patients? Et c'est toute l'information qui est nécessaire d'avoir parce que, quand on développe un nouveau médicament, eh bien, il nous faut, 15 ans, il nous faut, des milliards, de dollars pour, cet investissement. Donc toute cette information qui va faciliter la prise de décision et se dire: «OK, celui-là, il y a trop de risques, on va pas travailler dessus, on va pas mettre un projet dessus» ou au contraire, ce nouveau médicament, eh bien, il a un fort potentiel, la cible, est bonne, on va mettre le paquet, autant au niveau finance qu'au niveau, structure, au niveau équipe, donc du coup, toutes ces informations-là sont super importantes. Et donc, là, donc nous, ce que l'on faisait, c'était d'aider l'industrie pharma à prendre ces bonnes décisions. Et puis ensuite, il y a eu un changement, un shift vraiment important à un moment où en fait, il y a eu une baisse d'activité pour différentes raisons, hem et pour différentes raisons et donc il y a eu pas mal de restructurations. C'est cyclique en fait, hein, l'industrie pharmaceutique. Et il s'avère qu'il y a eu pas mal de restructurations et donc les dirigeants de ces grosses boîtes allaient dans des petites structures, biotech, dans des créer de petites structures et eux avaient l'habitude de ces informations-là et il y avait un paradoxe parce que, ces petites structures ont encore plus besoin de cette information, mais elles pouvaient pas se la permettre parce que ça coûte très cher. Donc, je me suis dit: «OK, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer Global Reach BI pour être un centre d'information
pour ces petites structures-là, qui n'ont pas les moyens, les budgets, les équipes en interne pour faire cette analyse. Donc, je vais les aider, je vais être leur outsource competitive intelligence, strategic intelligence. Ça, c'est ma mission. Et voilà, je l'ai créé en 2013 à Clermont-Ferrand pour commencer. Et bon, évidemment, c'était pour un temps. Et puis là, je me suis dit, bon, où est-ce qu'il y a de l'innovation? Où est-ce qu'il y a de l'investissement? Où est-ce qu'il y a de la recherche? C'est aux États-Unis. Et j'étais venue à San Francisco, il y a des années de ça, en déplacement professionnel. Et je me suis très, très bien sentie dans cette ville. J'ai adoré. Et, et je me suis dit, voilà, ça va être le prochain challenge, le dernier challenge potentiellement de ma vie. Donc, let's go, on va le faire. Au moins, j'aurais essayé. Et donc, avec cette mission-là, et puis ça s'est très bien passé parce que à South San Francisco, il y a pas mal de petites biotech. Et je me suis vite rendu compte, par contre, que même si mon projet et ma mission étaient sympas, parce que je voulais aider les petites structures, mais ils ont des budgets très limités. Donc, il fallait aller taper dans les grosses pharma. Et donc, j'ai dû pivoter un petit peu mon business model pour aller toucher les grosses pharma qui ont besoin aussi de cette expertise, même en externe. Ils l'ont en interne, mais ils ont besoin d'expertise. Et comment tu fais pour rentrer chez les Big Pharma en arrivant? Parce que toi, tu es un nouvel acteur du marché américain et tu es en train de me dire que tu fais pivoter également ton business. Comment tu arrives à avoir accès à ces parts de marché? Alors là, c'est ensuite, j'ai eu de la chance, c'est par connaissance, puisque je connaissais, 1 ou 2 personnes qui m'a recommandé. Et donc c'est là où vraiment il y a une phrase que j'ai apprise, aux US et que je retiendrai à vie, et qui est super importante pour moi: «Your network is your net worth». Donc ton réseau est ta valeur, en fait. Et ce qui et donc plus, évidemment, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été, du jour au lendemain. Mais bon, avec les 2 ou 3 connaissances que j'avais, j'ai pu, faire pas mal de réunions professionnelles dans le, pharma ou dans la, CI. Et donc quelqu'un m'a présenté quelqu'un qui a fait que. Et donc du coup, c'est là où j'ai pu, où j'ai pu, hem, heu, être référencée dans ces grands groupes-là. Et c'est, on va dire, ce qui m'a personnellement sauvée pendant, Covid, par exemple, parce qu'il se passait rien. Mais heureusement que j'avais cet accès aux grands groupes qui avaient encore besoin d'informations. Et donc, c'est vraiment à force de réseauter, de contacter, toutes les personnes sur LinkedIn, tu vois, d'aller voir, qui fait quoi, commencer à lier des relations. Et puis après, ce qui est super intéressant, et c'est là où tu te dis: «Ah quand même, ça s'est bien passé», parce que là, après, ce qui se passe, c'est qu'ils te recommandent. Donc tu vois, c'est par bouche à oreille que tu génères du nouveau business. Tout à fait, oui. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer justement le business model de Global Reach BI? Alors, les projets pharma et de recherche et développement prennent plusieurs années. Donc du coup, ce que l'on fait, c'est qu'on met en place des accords au début, histoire de savoir comment on travaille ensemble. On va mettre sur, quelques mois. Et puis ensuite, on va mettre ça ces contrats sur des contrats annuels. C'est des contrats annuels où on va vérifier tous les jours, tous les mois, quels sont les nouveaux médicaments qui ont été lancés, quelles sont les problématiques qui sont rencontrées, où est-ce que la concurrence en est. Et donc, on va répertorier cette information de façon régulière et la leur donner. Et l'avantage d'être basé à San Francisco, c'est qu'ici, l'intelligence artificielle est super importante. Et donc, ce que j'ai fait dès le départ, c'est de prendre des cours à Stanford en intelligence artificielle. Et
un élément différenciant de la structure, c'est ensuite d'intégrer cette information sur une plateforme en interne que l'on a développée. Donc ça fait 4 ans, 5 même maintenant, où on a développé une plateforme qui s'appelle Spring et qui est unique parce qu'elle va, intégrer de l'information analysée sur la concurrence et qui te permet de retrouver très facilement, ce qui se passe, si tu es en recherche, si tu es en essai clinique, si tu es dans le service commercial, marketing, portfolio management. Voilà, tu récupères cette information. Donc, un élément différenciant, euh, c'est pas juste la méthodologie pour récupérer cette information, c'est aussi comment la gérer de façon efficace. Et c'est là où j'ai vraiment utilisé l'IA pour nos services. D'accord, donc en fait, la base du métier de Global Reach BI, donc c'est de l'intelligence économique, c'est Mm. fournir des données à ces industriels en fonction du marché, de l'avancée des médicaments et des avancées de l'industrie. Et sur ça, tu mets donc un layer IA de façon à pouvoir optimiser les flux de données et croiser et projeter, on va dire, également les données. Exactement, c'est exactement Ok. ça. C'est exactement ça. Et donc ça fait 5 ans qu'on l'a implémenté et très, très une expérience très enrichissante. Et le dernier développement que l'on a implémenté l'année dernière, l'équivalent, c'est pas l'équivalent, c'est le ChatGPT, c'est l'OpenAI, mais en interne sur, pas la version qui va sur le web, c'est une version interne qui te permet de, faire justement la lecture et l'analyse et la rédaction d'informations basées sur tes propres données. Donc, c'est de l'OpenAI. Voilà. Donc ça, c'est très intéressant aussi et implémenté l'année dernière. Donc, tu vois, l'élément important, c'est quand tu es entrepreneur, c'est que tu commences quelque part, mais faut savoir évoluer, quoi, en fait. Et tu sais comment tu commences et tu sais pas comment tu vas terminer, mais avec les nouvelles, personnellement, j'adore tellement les nouvelles technologies que j'essaie de les implémenter au fur et à mesure et de réfléchir à comment je peux améliorer la situation. Ok. Tu parles justement de ton évolution, de ton idée qui s'est transformée et qui a maintenant intégré de l'IA. Si je remonte encore dans le passé, est-ce que tu peux m'expliquer quelles sont les connaissances et les méthodologies que tu as apprises chez Thomson Reuters, donc dans une structure corporate, grand groupe, et que tu utilises aujourd'hui dans ta vie d'entrepreneur? Ah oui, alors, étant donné que j'étais plus dans le domaine commercial, ce que j'ai vraiment appris chez Thomson Reuters, c'est implémenter une, méthodologie de commercialisation très structurée. Et donc, savoir identifier le problème client, savoir, ajuster son message et savoir présenter correctement, la solution au client. Et tu vois, l'avantage d'avoir été, chez Thomson Reuters, c'est que, par exemple, on avait à l'époque Thomson University. Donc du coup, tous les ans, on avait une formation sur, que ce soit au niveau commercial, que ce soit au niveau marketing, comment lancer un plan marketing, digital, chez Thomson Reuters, comment faire, voilà, c'est et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, vraiment, mis en place, dans mon activité où je crée énormément de visibilité, ce qui est pas le cas de tout le monde et c'est vraiment l'apprentissage que j'ai eu, le business, development, l'apprentissage en BD qui fait que, je crois vraiment à en cette visibilité, en ce marketing, en ce messaging, auprès des clients et être présent au plus proche d'eux pour mieux les comprendre et mieux les servir. On est là pour servir un client. Je veux dire et Hmm. si tu n'offres pas le bon service, bon, bah, tu es à côté de la plaque et tu c'est très simple.
tout à fait. Donc, comment faire ça de façon structurée? Et étant donné que j'étais TA et qu'on travaillait de façon trimestrielle, parce qu'on donnait nos résultats tous les quarters. Donc là, même si, bon, pour des besoins business, même si je n'ai pas besoin de reporter mes données et mes chiffres tous les trimestres, étant donné que je suis une start-up et que c'est la mienne, mais je gère ma société de manière trimestrielle aussi, si tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai un plan Ouais, très d'action clair. annuel, j'ai une stratégie annuelle, mais j'ai un plan d'action trimestriel aussi. Et ça, c'est parce que dans les grands groupes, on donne nos chiffres, on présente nos chiffres de façon trimestrielle. Mais ce qui n'est pas le cas aux US, pour une start-up, mais je le fais toujours. Aujourd'hui, combien y a-t-il de personnes chez Global Reach BI? Donc on est une dizaine, on est 10 et ce sont principalement des personnes qui font 2 types de jobs. Le principal, c'est la récupération et l'analyse d'informations. Donc il y a des personnes qui vont aller, sur internet, sur les banques de données et qui vont récupérer, ces informations-là et analyser. Donc là, il y en a 2. Ensuite, l'autre, type de fonction extrêmement importante pour moi et que j'ai développée au cours de ces dernières années, c'est des personnes qui vont aller chercher l'information, mais chercher ce qu'on appelle l'information primaire, qui vont aller interviewer les médecins, interviewer les, centres de recherche, interviewer, aller aux conférences scientifiques, et avoir une meilleure appréciation de l'évolution d'un domaine thérapeutique. Hem, mais comment dire? Dans le domaine de recherche actuellement et sur le dans les hôpitaux actuellement. Donc du coup, ça va être une information qui va être encore plus, de valeur. Donc c'est un travail qui est dur, parce que c'est pas facile d'aller contacter, les centres de recherche et il faut vraiment avoir, là, encore une fois, un très, très bon réseau. Il faut savoir, contacter les bonnes personnes, poser les bonnes questions. Parce qu'en fait, il y a un autre élément que j'ai appris, heu, au cours de ces dernières années, c'est que la personne la plus intelligente, c'est pas celle qui a la réponse, c'est celle qui s'est posé la bonne question. Ça, c'est voilà, c'est la personne qui s'est posé la bonne question aura donc la bonne information et ça, celle qui s'est posé la bonne question. Donc du coup, là, j'ai fait énormément de travail là-dessus et là, j'en ai 5 qui sont, vraiment, dédiés à ça, à aller chercher l'information sur le terrain. Et là, l'importance, là aussi, c'est que, tu dois avoir une expertise dans le sujet, puisque tu vas rentrer parce que tu vois, même si je travaille dans l'information, dans le domaine scientifique et pharma, à la base, je suis business. Mais bon, ça fait 30 ans que je suis dans le sujet, donc je comprends les concepts, je comprends l'industrie, je comprends comment ça se passe. Mais par contre, le niveau de détail qu'il est nécessaire d'avoir pour discuter avec les médecins, là, il faut vraiment des gens qui ont des PhDs et qui ont une connaissance scientifique très poussée. Et c'est sur un sujet. Donc tu vas pas parler, tu vois, d'ophtalmologie comme tu vas parler d'oncologie dans un domaine particulier et donc c'est là où tu es obligé d'avoir les bonnes personnes et des personnes compétentes et c'est, on va dire, c'est la partie la plus difficile de mon job. Voilà. Plus que Tout à de fait. trouver des bons projets à étudier, c'est d'avoir les bonnes personnes qui vont m'aider. Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer comment tu prends en compte les différences culturelles dans ton management? Hem, Différences culturelles au sein de l'équipe, c'est sûr qu'il y en a beaucoup, sachant que, on travaille
ici avec, des personnes qui viennent de différents pays, hein, c'est très important. Et c'est ce qui fait la richesse. Mais ceci dit, comment prendre en compte cette, différence culturelle? C'est, la seule solution que j'ai trouvée, à ce jour, c'était vraiment de demander l'opinion à chaque participant. Donc on va avoir, par exemple, des projets sur lesquels on va travailler et on va mettre en place une stratégie une méthodologie, façon de récupérer et d'analyser l'information, de la présenter. Et là, à chaque fois qu'on va en discuter, je vais tout le temps poser la question: «Et toi, qu'est-ce que tu en penses?» Donc l'idée, c'est de demander le feedback à chaque personne qui est impliquée dans le projet, parce que tu vas pouvoir avoir une perspective potentiellement différente, plus enrichissante et donc c'est surtout d'intégrer le point de vue de la personne avec qui tu travailles. Donc du coup, ça, c'est très important et l'élément que je leur dis à chaque fois que je recrute quelqu'un de nouveau, c'est, de dire: «Ben, je ne lis pas dans ton esprit, je ne suis pas un mind reader, donc je ne sais pas comment ça se passe chez toi, mais par contre, dis-moi, ce que tu en penses, comment et je poserai toujours des questions». Donc c'est vraiment en étant à l'écoute de l'autre et on va dire que ça va être, des différences culturelles en interne, mais aussi en externe, quoi. Parce que, c'est aussi, par rapport aux clients ou dans la vie de tous les jours que, on va avoir affaire à des gens d'une culture différente. Donc, et vraiment pour intégrer cette différence, c'est de toujours savoir poser la question: «Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Et quel est ton point de vue? Comment tu le vois? Quelle est ta perspective? Dis-moi» et c'est là où ça va engendrer des discussions enrichissantes et bénéfiques et pour l'un et pour l'autre. Donc après toi, dans ton management, tu peux soit l'implémenter cette décision parce elle fait sens et c'est super intéressant. C'est une opinion et une idée que tu n'avais même pas vue parce que toi aussi tu fonctionnes dans ton mindset, qui est, un petit peu franco-français, même si tu as été à l'étranger, et donc ça peut être, un point de vue très, très enrichissant ou si c'est pas possible parce qu'il y a des éléments qui ne peuvent pas être implémentés, bah, dans ce cas-là, on explique pourquoi ça ne peut pas se faire et l'expliquer calmement et l'intégrer, quoi. Donc voilà, donc vraiment, comment intégrer les différences culturelles de chaque team member, c'est vraiment par demander ce qu'ils en pensent et aussi ce que j'aime bien faire, pour être honnête, c'est, c'est comprendre la personne, mais en tant que telle. C'est-à-dire dans sa vie perso, savoir, bah, évidemment, s'il a une famille, s'il a, des enfants, quels sont ses hobbies, tu vois? Donc, c'est de faciliter cette, relation qui est non seulement une relation pro, mais qui doit être une relation perso aussi, dans un sens, puisque tu travailles, sur, des projets et surtout dans un environnement start-up où la personne est encore plus impliquée que dans un environnement grand groupe. Parce que, il y a tellement de choses à faire, tu vas toucher à beaucoup d'éléments, beaucoup de fonctions. OK, tu es embauché pour être analyste, mais par exemple, dans le développement de la plateforme dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, on va avoir besoin de ton feedback, on va avoir besoin de ton retour, tu vois? Donc, il va y avoir, dans les campagnes marketing, tu vas être impliqué pour, voilà le message que l'on va donner. Donc tu vas un petit peu toucher à tout. Donc il est vraiment important de connaître la personne, d'inculquer cette confiance et cette ouverture dans la communication et dans,
l'initiative. Donc, fais-moi savoir ce que tu en penses. Donc, ça, Mmh. c'est très bien. Tu parles justement de l'équilibre de vie, le fameux work-life balance. Est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que tu établis toi ton équilibre de vie pro-perso en tant qu'entrepreneur? Et également, comment est-ce que tu le transmets à tes salariés? Comment est-ce que tu le mets en place dans l'environnement de Global Reach BI? Alors, c'est une question très, très intéressante et si je dois être 200 honnête, alors, c'est un élément qui est super important pour moi et que je mets en place pour les équipes, parce que c'est une nécessité, mais parce que moi, je ne l'ai pas. Je suis 200 business. Donc je passe ma vie à penser business, je ne déconnecte jamais. Et je n'ai jamais déconnecté et c'est vraiment, un grand dommage, mais c'est la vie, c'est comme ça. Je suis comme ça. Donc du coup, je sais ce que c'est que de, bah, tu vois, surtout quand tu es entrepreneur, je vais dire, tu vas toujours être à l'affût de la prochaine idée qui puis-je contacter pour avoir le prochain deal? Comment je vais faire pour livrer ça au client en temps, en heure? OK, je vais faire cette campagne, comment je vais, mettre ça en place? Je vais écrire cet article, comment je vais le structurer? Et là, tu es là, tu travailles toute la journée. Bon, je fais beaucoup de sport, ça c'est sûr, parce que c'est un échappatoire. Mais je rentre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bosser. Donc, et là, 3 heures du matin, et toi, tu te dis, mais comment je vais faire ça, quoi? Donc, je, do- je dois avouer que c'est quelque chose que ne mets pas, je n'ai jamais mis en place pour moi, mais c'est parce que cela me manque que je le mets en place pour l'équipe. Ouais. Et Si qu'est-ce ça que fait tu mets en sens. place justement d'un point de vue concret pour tes équipes? Ce que je demande et on se met d'accord, par exemple, sur, OK, cette semaine, on va travailler sur ça. Ça va être un objectif très précis sur un projet. Ça va être, voilà. Après, la personne, à elle de savoir gérer son temps. Donc je laisse énormément d'autonomie pour que la personne, bah, si elle a besoin d'aller chercher son enfant à 3 heures pour l'emmener, parce qu'ici, il y a beaucoup d'activités, en dehors de l'école, pour, l'emmener, à son cours de danse ou à whatever, et ben, elle a le temps, tu vois? Et donc elle peut le faire. Donc c'est pas un 9 to 5, c'est pas tu commences à 9 heures et tu commences et finis à 5 heures. Non, c'est tu dois faire ça, tu as voilà le sujet que tu dois traiter, voilà le temps qui t'est imparti. Maintenant à toi de te débrouiller. Si tu veux ensuite, voilà, prendre du temps avec tes enfants et ensuite, te mettre à travailler de 9 heures à 11 heures du soir, c'est ton choix. Donc c'est cette flexibilité qui est là et je pense que c'est la seule façon de travailler. La façon de travailler, de dire, «Je commence à 9 heures, je finis à 5 heures», on n'est pas des machines, quoi. On n'est pas Mmh. programmable comme ça et maintenant il y a tellement de les technologies sont là pour nous faciliter cette possibilité Mmh. de flexibilité. Tout à fait. Donc, voilà, c'est et avoir, tu vois, cette flexibilité, cette autonomie quand tu es dans un environnement start-up, c'est très apprécié, tout en sachant qu'au bout du bout, on va en faire plus que si tu faisais un 9 to mais bon, ça va être dans un cadre plus enrichissant. Pourquoi? Parce que tu vas toucher à tout. Mmh. Ouais, très clair. Ça, c'est Comment intéressant. est-ce que tu continues d'apprendre et de progresser? Ce que je me force à faire tous les ans, c'est de prendre des cours, hem, en formation continue. Ici à SF, on a la chance d'avoir Stanford. Stanford offre des cours Continuing Studies et donc la première année, j'ai pris des cours en IA, j'ai pris ensuite des cours en Statistical Analysis, j'ai pris des cours en biologie, j'ai pris des cours en création d'entreprise, et là, le dernier que j'ai pris ce 1er trimestre, c'est parce que j'ai envie, tu vois, je suis sur le board d'une société, j'ai envie d'aider plus de structures dans leur développement, être sur le board de différentes sociétés
dans la pharma, dans la tech. Et donc, quels sont là, j'ai appris sur le tas en étant déjà sur un board, mais j'ai voulu avoir une formation plus précise, plus globale. Et donc, j'ai pris un cours du soir chez Stanford. C'est passionnant, c'est fascinant. Et donc, ça, je prends énormément, une fois par an, je prends des cours. Sinon, podcast. Ça, les podcasts, une nécessité. Tu vas te balader là à SF, tu es en voiture, tu es sur une longue distance, tu mets un podcast, tu apprends énormément. Ah, je veux dire, j'ai 2 ou 3 podcasts que j'écoute, on Qu'est-ce va que dire tu toutes les écoutes semaines. comme podcast? Qu'est-ce que tu as à me recommander? Alors, il y en a un qui est super intéressant et qui s'appelle, How to Scale. C'est le, c'est le podcast de, Reid Hoffman, Masters of Scale. Donc ça, et lui, c'est Reid Hoffman, c'est celui qui a fait LinkedIn, qui est investisseur et tout ça, et donc qui a l'habitude de voir des petites startups, de pitcher, de voir des startups euh, croître, mais aussi faire, parce que tu peux apprendre des failures des autres. Et l'autre que j'adore, c'est On Purpose de Jay Shetty. Alors Jay Shetty, c'est un gars extra mais là c'est plus au niveau perso. C'est plus, tu vois, la gestion des émotions, une gestion Ok, personnelle, tu vois. Donc, On Purpose, Jay Shetty, ça, je le recommande. merci pour ces recommandations. Si tu devais transmettre un conseil justement à une personne qui souhaite entreprendre, quel serait-il? OK. Tu vois, dans mon expérience et dans mon développement de carrière, donc j'ai passé 20 ans chez Thomson et là, ça fait 10 ans que j'ai créé ma structure. Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Donc, c'est de dire à tous les jeunes qui souhaitent, être entrepreneurs, de le faire le plus rapidement possible, de ne pas attendre d'avoir 40 ans et d'avoir à peu près cerné son business. Non, moi maintenant, tu vois, si à 30 ans, tu peux facilement créer ta boîte, quoi. Et je vois tous ceux qui sont successful à SF sont ceux qui sont venus, les Français qui sont venus faire leurs PhDs, qui sont venus finir leurs études ici, qui sont restés et qui ont montré leur structure. Hmm. Alors là, il y a pas photo. Et ça, c'est un de mes plus grands regrets. Donc, ouais, venir finir ses études ici et ensuite, créer sa société parce qu'ici, tout le monde est dans ce mindset de créer, de développer, d'être son propre boss, d'avoir une super idée, de se lancer. Parce que ce qui est bien ici, c'est que tu as le droit de te planter. Et si c'est pas successful, eh ben, écoute, tu vas faire autre chose, quoi. Et tu vas développer notre société jusqu'à ce que ce soit successful. C'est pas le nombre de fois où tu tombes. Ici, on dit, c'est pas le nombre de fois où tu tombes, c'est le nombre de fois où tu te relèves qui va faire que tu vas être successful. Et voilà. Et à un moment, tu vas te relever, tu vas apprendre de tes erreurs passées. Normalement, tu fais pas 2 fois la même erreur. Et tu avances et tu vas très bien avancer. Et moi, tu vois, c'est mon plus grand Ok. regret. Donc, faites-le très tôt et c'est très bien. Et justement, quel est, toi, le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Qu'on m'ait donné à moi, c'est de dire, hem: «Vas-y Yami, fonce». C'est le meilleur conseil qu'on m'ait donné. Mais tu sais, le meilleur truc, c'est d'avoir que certaines personnes et c'est ça, c'est qu'en fait aussi, dans ta carrière, tu croises des gens qui vont te donner ta chance, qui vont croire en toi et donc ça va te motiver encore plus et te donner plus confiance en toi. Donc le meilleur conseil qu'on m'ait donné, c'est de me dire: «Mais Yamina, mais faut que tu te fasses confiance, vas-y, Ok. fonce. Très similaire Fais-toi du coup à ce confiance». que tu conseilles aux gens et c'est justement un passage par lequel tu es passé, ouais. Ok, super intéressant. Ouais. Où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter, Yamina? Alors pour me suivre, je suis très donc, comme je disais tout à l'heure, je suis très, très visible sur, LinkedIn. J'organise régulièrement des discussions, j'écris des articles, des posts
sur, mon domaine d'activité, donc n'hésitez pas. Mon LinkedIn, est toujours à jour et il y a énormément d'activités, donc n'hésitez pas à me contacter sur, la messagerie LinkedIn. Souvent, je suis contactée par des jeunes et tu vois, ce que je mets en place aussi, c'est, comme j'ai beaucoup été aidée et par le passé et bien, j'aide aussi les jeunes comme par ex et donc ce que je fais, c'est que tous les vendredis matins, si j'ai eu des demandes, je mets en place des web calls avec tous les jeunes, qui arrivent sur SF, qui ont besoin d'informations et qui me contactent. Donc par exemple, là, j'ai un rendez-vous vendredi avec une jeune qui vient d'arriver à Berkeley, Berlin et qui m'a été recommandée par quelqu'un. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn et puis normalement, je réponds, dans les 24 heures. Super, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps, Yamina. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi. Plaisir partagé. Notre émission s'achève. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'ajouter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Au revoir.